Oui, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à mon petit entretien, le deuxième de l'hiver 2018. Alors, je me présente, je suis Louise Levac, professeure de géographie. Et j'ai le bonheur d'animer cet entretien, cette série, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Vous avez intérêt à la connaître. C'est une série qui met en valeur les rédacteurs soit de romans ou d'essais, donc de livres. Et on a envie de parler avec eux à partir de leurs livres pour faire connaître les enjeux auxquels ils nous sensibilisent. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir M. Normand Mousseau. Normand Mousseau qui a écrit, et c'est sa 10e publication, 8e? Mon 6e livre. 6e, bon, voilà. C'est sa 6e publication, donc « Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner ». Alors, c'est intéressant parce que M. Mousseau est physicien. Alors, je sais qu'ici, il y a des étudiants en sciences de la nature qui suivent notamment le cours État de la planète, mais il y a peut-être d'autres étudiants aussi en sciences de la nature. Et son livre est à cheval sur les sciences de la nature et les sciences humaines. Son livre parle beaucoup d'économie, parle beaucoup de politique, il est très, très politique au sens large, mais à partir d'une base scientifique dure, là, comme on le dit parfois. Et voilà. Donc, il est physicien, il est professeur de physique à l'Université de Montréal, il est directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier. Il nous en parlera. Il va nous parler également d'une initiative tout à l'heure, une initiative qu'il vient tout juste de lancer la semaine dernière. Et il a été surtout coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, commission pour laquelle il avait été mandaté par le gouvernement, par Martine Ouellette au moment où elle était ministre de l'Énergie. Et ça lui a permis d'avoir un regard très approfondi sur les enjeux énergétiques auxquels il s'intéressait d'emblée. Alors, bonjour, M. Mousseau. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, et j'ai constaté d'emblée dans votre livre que vous évoquiez dès le départ une espèce de changement de perspective. Vous disiez qu'au départ, vous étiez très intéressé par plus les aspects techniques des questions énergétiques et votre cheminement au cours de la décennie 2010, je dirais, puis probablement le fait d'avoir été à la commission sur les enjeux énergétiques a fait en sorte que vous avez sensiblement changé de point de vue. J'ai trouvé ça intéressant que vous commenciez votre livre en évoquant ce changement. Oui. Donc, juste peut-être un petit recul. Je suis professeur de physique, donc je suis physicien. J'ai fait mes études en sciences naturelles au Cégep, à l'Université de Montréal, en physique. Après ça, donc, je travaille au quotidien parmi mes intérêts. C'est dans les matériaux. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau atomique, comment les atomes fonctionnent. Donc, je fais de la simulation. Je suis un théoricien. Je m'intéresse donc aussi à la biophysique. Donc, un peu avec les mêmes approches, je m'intéresse entre autres à la maladie d'Alzheimer, comment les protéines vont s'assembler pour faire des structures neurotoxiques qui vont détruire les synapses. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Donc, c'est clair que dans mon travail, je suis plus tourné vers les aspects plus techniques, plus fondamentaux. Et depuis 2008, je m'intéresse à l'énergie. Là, je suis tombé dedans un peu par hasard, mais comme physicien, l'énergie, c'est le cœur de la physique. Donc, j'ai le droit de m'impliquer là-dedans. J'ai la spécialisation. Je m'intéresse à la thermodynamique, physique statistique. Donc, toute l'énergie, c'est lié à ça. Évidemment, mes premiers livres sur l'énergie posait des questions souvent plus, il y a un aspect plus technique que social. Donc, je me suis toujours intéressé à l'aspect social, mais il y avait peut-être un biais plus technique. Et puis, en effet, avec la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, on a fait le tour du Québec. Hein. L'idée, c'était de préparer la nouvelle politique énergétique du Québec. Donc, on nous a demandé de faire le tour du Québec, de recevoir des mémoires. Donc, on a reçu à peu près 460 mémoires. On a fait des audiences dans 24 villes à travers le Québec. Ça a été très intéressant. Et là, évidemment, on a parlé beaucoup plus de problèmes sociaux, de questions sociales, de questions financières que de questions fondamentales de sciences. Donc, ça m'a fait aussi découvrir, quand on a préparé notre rapport, qui couvrait
toutes sortes d'enjeux, incluant les aspects d'urbanisme. On a été obligé d'ouvrir plus large. Et c'est ça aussi qui est à la base de ce livre-ci, parce qu'on a découvert à quel point les gens avaient une compréhension erronée des problématiques liées à l'énergie puis au changement climatique. Et si on ne pense pas les choses correctement, on ne peut pas trouver les bonnes réponses. Donc, comprendre l'état de la situation ne nous donne pas nécessairement une réponse, mais si on ne comprend pas l'état de la situation, on n'a certainement pas de réponse. Parce qu'effectivement, la question des changements climatiques est complexe. C'est un beau problème, complexe au plan scientifique et au plan politique. Et donc, M. Mousseau a voulu déboulonner un certain nombre de mythes. Et je vais vous montrer les mythes en question, puis on va discuter davantage de certains d'entre eux. Mon Dieu, comment ça avance, ça? Escape, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, le premier mythe, ce sont vraiment des mythes, donc il les déboulonne, c'est pas la réalité. Vous pouvez trouver ça facilement, les mythes et la table des matières. Vous n'avez pas besoin de prendre ça en note. Vous trouvez ça facilement sur Internet, la table des matières au complet. Alors, tout ce qui est écrit là, je l'ai pris sur Internet facilement. Alors, c'est autre chose que vous devriez prendre en note, je vous dirais. Alors, le premier mythe, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre améliorera immanquablement notre qualité de vie. Et en fait, c'est plus complexe que ça, la question de l'amélioration de la qualité de vie. On vend ça comme un gain de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait changer substantiellement le modèle. Oui. Bien, je vais poser la question. Donc, certains des mythes sont vrais, certains des mythes sont faux. C'est souvent un petit peu à la limite. Oui. Donc, qui pense ici que si on réduisait les émissions de gaz à effet de serre, on aurait absolument une meilleure société? Voilà. Qui pense que ça ne serait pas le cas? Et qui ne pense pas? Parce qu'il y a plusieurs mains là, qui n'ont pas levées. Donc, il y en a quelques-uns qui ne pensent pas. C'est l'heure du midi, peut-être on est en train de digérer. Donc, je vais poser une autre question qui est peut-être plus simple. Okay? Qui pense que si on construisait un pont ici, puis dans notre appel d'offres, on demande le pont le plus solide possible, qui pense que ce pont-là serait nécessairement très beau? Qui pense qu'il ne serait pas nécessairement très beau? Qui pense qu'il répondrait à nos besoins? Même si on construit un pont qui est relié à aucune route, il va être très solide, mais il ne répondra pas à nos besoins. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas. Qui pense qu'il va durer longtemps? Nécessairement. Okay. Donc, vous comprenez un petit peu l'idée. Si on ne demande pas au début ce qu'on veut obtenir, on l'obtient à peu près jamais. Okay? C'est ce qu'on appelle souvent des effets collatéraux, mais on exagère beaucoup les effets collatéraux en général. Donc, dans le cas du climat, si on demande simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on aura une société avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la société sera plus juste? Pas nécessairement. Est-ce que l'environnement sera meilleur? Pas nécessairement, parce qu'on peut détruire toutes les forêts, tuer toutes les espèces qui restent sans réchauffement climatique. Donc ça ne change rien. Est-ce qu'on aura une meilleure qualité de vie? Est-ce qu'on aura un meilleur urbanisme? Est-ce qu'on sera plus riche? On sera capable d'atteindre nos buts? Pas nécessairement. Et c'est un peu tout le défi. Au Québec, je dirais, depuis 10 ans, on a dit qu'on doit lutter contre les changements climatiques, mais l'approche qu'on a retenue, c'est une approche largement en silo, où on a mis les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais sans dire que ces efforts-là devraient faire d'autres choses en même temps. Okay? Et ce qui fait qu'on a dépensé plus d'1 milliard de dollars depuis 3 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec presque aucune retombée économique, avec presque aucun gain en aménagement du territoire, en transport ou autre, avec presque aucun gain même en réduction de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, on l'a fait de manière, même pas en se disant, est-ce que c'est la meilleure façon de dépenser mon milliard de dollars pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre? Et on n'a pas les moyens de faire ça. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui a les moyens de dire, moi, je règle un problème, puis je me bouche les oreilles, je me ferme les yeux, puis je ne vois pas comment je pourrais régler ce problème-là avec les autres. Okay? Si on dit, moi, je veux régler le problème du transport, les embouteillages, bon, la façon simple, c'est de dire, je regarde juste ça, puis je multiplie les routes. Le fait que ça détruise l'environnement, le fait que ça détruise la beauté de l'urbanisme, c'est pas grave, je vais faire plus de routes partout, puis tout le monde va se déplacer. Ça c'est plus de congestion au bout de quelques années. Oui, c'est ça, mais au moins, je vais avoir résolu le problème pendant 2-3 ans. C'est ça. Et c'est l'approche qu'on prend, c'est ce qu'on appelle l'approche en silo, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas comment on pourrait régler plusieurs problèmes en même temps.
Effectivement, un des mythes un petit peu plus loin, c'est comme quoi le Québec bénéficie d'une stratégie détaillée et sait où il s'en va. Vous opposez à cette idée-là. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment où on fonctionne avec des ministères différents, des objectifs qui ne sont pas toujours cohérents. Oui. Donc, encore une fois, le gouvernement du Québec a adopté en 2015, donc il y a 2 ans, à peu près en octobre 2015, une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette cible-là? Qu'est-ce que le Québec a dit, de combien on allait réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030? Est-ce que quelqu'un a une idée ici? Personne? Si je vous dis 20 %, est-ce que c'est plus ou moins que 20 % pour 2030? Plus? 40 %, est-ce que c'est plus ou moins? Plus, c'est moins. C'est 37,5. Donc, c'est presque 40 %. Okay? Pourquoi le « et demi » ? Et ça, je dirais, ça fait partie des problèmes. Donc, avant de décider de combien on allait réduire les émissions de gaz à effet de serre, le ministère de l'Environnement, M. Hertel, à l'époque, le ministre, M. Hertel, a donné, donc, a nommé un comité. Il leur a dit, vous faites ça bénévole, je ne vous donne pas une scène pour faire des études, mais vous avez 1 an pour me dire de combien on devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans aucune donnée. Okay? Donc, vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire des calculs, vous allez vous asseoir, on va vous payer le café 3 fois dans l'année, puis vous allez revenir avec une suggestion d'une cible qui va transformer l'économie québécoise au complet. C'est quand même fou, hein? Qu'on fasse des choses comme ça. Donc, le comité revient et il dit que ça devrait être quelque part entre 20 et 40 % de réduction. Déjà, on avait une cible de 20 % pour 2020, donc pour dans 2 ans, mais on va la rater. Donc, le comité dit que ça pourrait être 20 pour 2030 ou ça pourrait être plus. Je vous rappelle qu'au niveau mondial, si on ne veut pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre, la cible, c'est vers 2050, on devrait réduire les pays riches de plus de 80 % leurs émissions de gaz à effet de serre. 80 %. Donc, finalement, le gouvernement est donc en train de penser qu'est-ce qu'on va faire. Et l'Ontario annonce, 2 semaines avant que le gouvernement se décide, qu'il allait réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Leur cible serait de 37 %. Alors, le ministre de l'Environnement a dit, bon, on peut faire mieux que l'Ontario, ce sera donc 37,5 %. Okay? Ce document-là ne s'accompagne d'absolument aucune stratégie pour atteindre la cible de 37,5 %. Le document reconnaît qu'on va rater la cible de 2020, qui est une réduction de 20 %. Puis après ça, il dit, puisqu'on va rater la cible de 2020, au temps de se donner une cible ambitieuse pour 2030. Comme ça, quand on va la rater, on pourra dire que c'est ambitieux. Okay? Ça s'appelle de l'ironie de ma part, mais c'est presque pas de l'ironie, parce que c'est presque comme ça que le ministre a décidé. Et ça, c'est un problème. Vous êtes en sciences ici, que ce soit en sciences sociales, en sciences humaines, en sciences pures. Quand vous allez dans vos cours, on vous donne des cours qui sont basés sur le savoir, sur ce que les gens ont étudié depuis des années. Des fois, c'est récent, des fois, c'est plus vieux. Quand c'est en physique, c'est souvent des trucs qui datent de 200-300 ans, qu'on a testé, qu'on a mesuré, qu'on a validé. Quand vous faites un rapport, quand vous faites un travail pour votre prof et que vous écrivez des trucs sans aucune référence, sans rien, okay, vous dites, moi, c'est ça que je pense, puis ça devrait être comme ça, blablabla. Vous avez quoi? Vous avez un C, vous avez un D, vous ne passez pas, parce que c'est pas ça la science. La science exige que vous vous appuyiez sur des savoirs, sur ce qu'on a construit avant pour aller de l'avant. Or, le document que M. Hertel a remis sur le changement climatique, il ne passerait pas dans une classe ici, dans la classe... j'ai un blanc, ça va mal. Louise Levac. Louise, pardon. J'avais Catherine, mais je savais que c'était pas ça. De Louise, ça ne passerait pas. Si le ministre avait, à la fin de son cours en géographie, il remettait son document pour les cibles, il ne passerait pas. Et c'est quand même fou. C'est malgré tout, c'est un document de cette piètre qualité qui nous sert pour nous projeter pour 2030 dans 12 ans. Mais si on ne sait pas quoi faire, si on n'a pas de chemin, qu'est-ce qu'on finit par faire? On finit par faire des petits efforts à gauche et à droite avec des gros montants d'argent, mais on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'a pas une vision, on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, on n'a pas de stratégie. Okay? Une stratégie, c'est, par exemple, vous dites, moi, je veux prendre ma retraite à 30 ans. Vous êtes jeune, dans 12 ans. OK? Fait que vous dites ça. Moi, mon but, c'est ma retraite à 12 ans. Dans 12 ans. Pas de stratégie. Cette semaine, je vais mettre 5 piastres de côté. La semaine prochaine, je vais le dépenser. Quelles sont les chances que vous atteigniez votre cible de retraite à 30 ans ou d'être millionnaire ou quoi que ce soit? Nul. Il vous faut une stratégie de dire comment je vais atteindre ça.
Moi, je vais aller faire un développement. Je vais développer un jeu vidéo, puis je vais m'assurer dans 2 ans de le placer là, puis il faut qu'il monte, puis ça ne monte pas, je vais faire d'autres choses. C'est ça des stratégies. Ça ne réussit pas toujours une stratégie, mais au moins c'est une direction. Et c'est pas ça qu'on a. Et c'est pas ça, effectivement. Faites-vous-en pas, je passerai pas à travers les 12 mythes parce qu'il y a un mythe que je viens, qui allait plus loin, qui se retrouvait plus loin dans le livre dont on vient de traiter. On va prendre un pas de recul pour parler davantage de l'énergie elle-même avec les 2 prochains mythes, à savoir le Québec est un leader de l'énergie verte et d'autre part, l'hydroélectricité et le pétrole du Québec. Alors, le portrait que vous dressez du Québec, effectivement, on peut penser, on peut être très, très fier de nos particularités. Et c'est vrai qu'on est unique au Québec, mais ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Encore une fois, je vais vous demander de participer parce qu'il faut bien que vous travailliez un petit peu. Alors, est-ce que l'hydroélectricité, c'est une énergie verte? Et quand on parle de vert ici, c'est à faible émission de carbone. Donc, on n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Est-ce que l'hydroélectricité, c'est une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre? Qui pense que oui? Vous avez un commentaire? Si vous pensez, c'est pour dire oui? Oui, mais en fait, je suis plus sûr. Mais parce que, je veux dire, c'est vrai que quand on fait un barrage, on inonde des territoires. Oui. Donc là, je suis sûr. OK. Ça marche. Donc, qui pense que oui, en général? Qui pense que non? Okay. Qui pense pas? Donc, l'hydroélectricité, en effet, quand on inonde un territoire, si on n'a pas enlevé les arbres, si on n'a pas enlevé la masse, la biomasse, cette biomasse-là va pourrir et faire du méthane et donc faire des émissions. Dans un climat comme le nôtre, en fait, ces émissions-là sont relativement faibles. Donc, l'hydroélectricité, celle qu'on produit au Québec, avec les barrages déjà en place surtout, est à peu près l'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre par joule produit de toutes les sources d'énergie de la planète. Okay? Que ça inclut le photovoltaïque, l'éolien, le nucléaire et évidemment le charbon, le gaz naturel et le pétrole qui sont les gros émetteurs. Okay? Donc, en effet, l'hydroélectricité, c'est à peu près l'énergie la plus propre qu'on peut générer. Ça, c'est problème parce qu'on a inondé, là, pour faire les barrages, on a inondé au Québec à près de 12 000 km². Okay? C'est pas beaucoup pour le Québec, on a plusieurs millions de kilomètres carrés, mais en gros, c'est à peu près le tiers de la Hollande, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, donc les Pays-Bas. Donc, c'est une fraction importante. C'est quand même une gros 12 000 km², mais on a de la place. Donc, on l'a fait. Je ne recommande pas qu'on continue, mais on l'a fait, c'est là. Okay? Donc, c'est une énergie verte. Ça représente à peu près 30, bon, on va arrondir les chiffres, là, 40% de l'énergie qu'on consomme au Québec. Okay? Et quand on ajoute la biomasse, le bois de chauffage, puis les résidus de bois qu'on utilise dans l'industrie des pâtes et papiers, quelques autres industries, on monte à peu près à 45-46%. Donc, presque la moitié de toute l'énergie consommée au Québec est renouvelable et à faible émission de carbone. L'Europe a comme objectif d'atteindre 20% d'énergie à faible émission de carbone d'ici 2020. Nous, on est 2 fois et demi qu'est-ce qui est en Europe. Okay? Il y a presque personne dans le monde qui a l'énergie renouvelable au niveau qu'on l'a. Il y a peut-être la Norvège. La Norvège, c'est la moitié de notre population. Il y a peut-être l'Islande, qui est de 300 000 habitants, donc c'est pas beaucoup. C'est peut-être Longueuil, l'Islande. Oui, donc, à peu près. à peu près Longueuil. Donc c'est ça. Donc, on a un avantage remarquable. Okay? Et malgré tout, on n'est pas un leader. On n'est pas un chef de file. Pourquoi? Parce qu'un chef de file, c'est quelqu'un qui a un impact sur les autres. Nous, on est bien assis, on est content, on a notre électricité propre, mais ce qu'on a fait n'a aucun impact sur le reste de la planète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir de modèle, on n'a pas exporté des approches, on n'a pas exporté des technologies, on ne fait pas des envieux qui disent « nous, on devrait copier le modèle du Québec ». Okay? Et c'est dans ce sens-là qu'on n'est pas des chefs de file. On est chanceux, on est tombé dedans quand on était petit, comme Obélix. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de territoire, on n'a pas beaucoup de monde. Donc, on l'a fait. Okay? Donc, c'est déjà un bon choix. Je ne critique pas ça, au contraire. Mais
Ce qui se passe. OK. Je vais revenir peut-être une autre question. Histoire. Il y a beaucoup de chiffres, hein? Fait que désolé, je vous pousse un peu. Je sais que vous ne pouvez pas tout connaître, ces choses-là. Vous n'avez pas tous passé les 12 dernières années à étudier la question. Je ne sais pas ce que vous avez fait, là, parce que c'est quand même une question intéressante, mais bon, ça, c'est chacun son choix. Alors donc, si je vous demandais, est-ce qu'il est possible de réduire de plus de 40% sa consommation de pétrole en 10 ans? Donc, mettons aujourd'hui et 2030, mais en 10 ans. Est-ce qu'il est possible de réduire pour une nation, une province, de 40% son consommation de pétrole avec une croissance économique et une croissance de la population positive? Est-ce que vous pensez que c'est possible de réduire de plus de 40%, donc éliminer là, plus du tiers? Donc, qui pense que c'est possible? Okay. Qui pense que c'est impossible? Qui pense pas? Il en reste pas mal, là. OK. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà réussi à réduire de 40%? Oui. L'Allemagne, non. Non. Ils peinent à atteindre 20%. Est-ce qu'il y a des pays? Oui. Le Danemark, pas de 40%, mais il a électrifié pas mal. Il y a beaucoup de vent dans son... pensez plus proche que le Québec, que l'Allemagne et le Danemark. Je te donne une dernière chance, là. Allez. Oui. Un pays scandinave? Non, le Québec. Le Québec, entre 79 et 87, a réduit de 43% son utilisation de pétrole. 43%. Okay? On l'oublie, à peu près personne ne le sait. Ce qui est fou, hein? Je donne des conférences à du monde qui sont parfois un peu plus grisonnants que vous. Et donc, qui ont vécu cette période-là, il n'y a personne qui le sait. C'est fou, hein? Oui. De 79 à 87. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 choses. Il y avait d'abord les crises pétrolières des années 70. Donc, le prix du pétrole a augmenté, des prix fous, là, 25 $ le baril, là, inimaginable. Et donc, les gens ont paniqué, puis ont dit peut-être qu'on n'aura plus de pétrole demain. Donc, on a mis en place des normes, entre autres pour les voitures de consommation. On a mis de l'efficacité énergétique. On a aussi eu une grosse crise qui s'appelle une récession, une grosse crise financière au début des années 80. Et les gouvernements, pour relancer l'économie, ont subventionné beaucoup la rénovation. Et donc, on a mis des maisons plus isolées. Puis, donc, pendant que le Québec minimisait de 43%, le reste de l'Amérique du Nord, c'est quand même 11% de réduction de la consommation de pétrole. Et finalement, au Québec, on a eu les grands barrages hydroélectriques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va électrifier le chauffage. Okay? Presque partout ailleurs dans le monde, on chauffe au gaz naturel ou au mazout. Au Québec, on a électrifié le chauffage des résidences, surtout, à partir de 1980. Et on a fait pas mal. On a aussi vendu de l'électricité aux États-Unis, puis on a électrifié les procédés industriels. Le problème, c'est qu'en 87, 88, une fois qu'on avait toute notre électricité de vendue, on a arrêté d'investir dans les technologies. On a arrêté d'investir dans l'électrification des procédés industriels, dans des techniques de chauffage intelligentes. Et ce qui se fait qu'on a arrêté, on a eu l'occasion pendant 10 ans d'être les chefs de file mondiaux dans l'électrification, dans l'utilisation de l'électricité pour toutes sortes de choses. Et on a arrêté. On a fait ça pendant 10 ans. Une fois qu'on s'est débarrassé de notre électricité, on a arrêté. Donc, on a raté une occasion remarquable, en fait, de se positionner. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi au Québec, c'est justement d'utiliser l'électricité. Et on n'a pas fait les travaux pendant 20 ans pour s'avancer. Et pourquoi, parfois, en allant en Europe, je constate, quand on discute de ces questions-là, que électrifier notre chauffage, notamment, c'est mal vu par certains. Là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique, voilà. Mais c'est assez rare, hein, effectivement, l'orientation qu'on a prise. Qui a pris des cours de physique ici? Bon, alors vous allez pouvoir me répondre. Quelle est l'efficacité du chauffage électrique de la plainte électrique? Ou, je vais vous poser la question, est-ce que c'est plus efficace de chauffer avec une plainte électrique ou avec du gaz naturel? Donc, qui pense que c'est la plainte électrique? Voilà. Pourquoi? C'est quoi l'efficacité? 95-94. Qui pense donc que c'est plus efficace de chauffer avec le gaz naturel? OK. Qui pense pas? Là, il y a un méchant paquet. OK. Se chauffer à l'électricité avec une bonne vieille plainte électrique, c'est comme un grille-pain. OK? C'est une perte à 100%.
Donc, c'est 100% efficace. OK? C'est 100% efficace. 100% efficace. Oui, une perte, c'est quoi? C'est de la chaleur. Ah oui, c'est ça. Donc, essentiellement, tu passes, Régénérer, oui. ça s'appelle, c'est la loi de Ohm qui s'applique. Et l'avantage de la physique, c'est toujours 100%. Donc, ça va. Donc, c'est 100% efficace. Si on se fait au gaz naturel, il y a toujours une partie du gaz qui n'est pas brûlée, une partie de la chaleur qui s'en va dans la fumée qui sort de l'extérieur. Donc, normalement, aujourd'hui, les meilleures fournaises à gaz, quand on les installe, sont à peu près à 95% efficaces. Après un an ou deux, c'est entre 85 et 90% d'efficacité. Donc, se chauffer électriquement, c'est plus propre, plus efficace. On peut faire mieux. Est-ce qu'il est possible d'être efficace à plus de 100% avec de l'électricité? Oui, oui. Avec quoi? Et ça s'appelle comment? En fait, quand tu transportes la chaleur avec l'électricité, ça s'appelle une thermopompe. OK? Un climatiseur, c'est une thermopompe à l'envers. OK? Donc, en transportant la chaleur avec l'électricité, plutôt qu'en la brûlant directement, on peut être efficace à 300-400%. OK? Donc, on peut aller faire mieux. Le problème, c'est que quand tu produis ton électricité avec du charbon à 33% d'efficacité, bien là, tu pars à 33%. Tu serais mieux de te chauffer avec du gaz naturel plutôt que de prendre de l'électricité pour te chauffer. Donc dans les pays européens, le problème, c'est que l'électricité n'est pas propre. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas que le chauffage à l'électricité, c'est intelligent. Mais ici, on a l'électricité qui nous sort par les oreilles. Donc, c'est la meilleure façon. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus propre. Parce qu'on la génère avec l'eau. D'ici 10 ans, on va être... D'ici 2050, là, tout le monde va chauffer à l'électricité dans le monde. T'sais, on s'en va vers là, parce que c'est la seule façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec une électricité propre. Et là, à ce moment-là, le Québec pourrait devenir un chef de file? Non, parce qu'on n'a pas de technologie. Ah. On n'a pas développé de technologie, on n'a rien fait. On a utilisé la technologie des grille-pains, la loi de Ohm. Ohm, c'est 1850, OK? Fait qu'il n'y a pas grand brevet à aller chercher avec la loi de Ohm ou le grille-pain. Ça s'écrit comment, Ohm? OHM. OHM, OK. OK? Donc, c'est le problème. Le problème, c'est que plutôt que de travailler à mettre en place des thermopompes efficaces pour notre climat, on n'a rien fait. Aujourd'hui, les thermopompes qu'on achète, ils viennent de la Corée, ils viennent du Japon, ils viennent de la Chine, parce qu'on n'a rien fait de nous. Donc, on a raté notre occasion. Absolument. Je pense qu'on a encore une occasion dans le chauffage commercial institutionnel. Et ça fait 2 ans que je fais le tour des ministères et autres pour dire il faut se positionner là-dedans. On pourrait avoir un marché, mais j'ai toujours pas réussi. Fait que c'est comme ça. Et en même temps, parlant de marché, on est très orienté vers les États-Unis de par notre situation géographique. Et donc, on a moins d'occasions quand même de, par exemple, vendre notre électricité. Mais le problème de l'électricité, c'est que tu as besoin d'un fil. Oui, okay? Fait qu'en gros, on peut pas vendre, on peut vendre à l'Ontario, Nouveau-Brunswick, puis dans le nord-est des États-Unis. C'est comme ça. Puis parlez-moi pas d'hydrogène. C'est trop coûteux de faire de l'hydrogène avec de l'électricité, puis avec toutes les phases qui suivent. C'est pas, à mon avis, la voie de l'avenir pour le transport, malgré les pressions de Toyota. Là. Oui, c'est d'ailleurs pas évoqué J'en parle dans le même livre. pas. C'est ça, pas du tout. Dans les mythes, et là j'ai passé d'autres mythes sans s'en rendre compte, mais un de mes préférés que j'ai vraiment le goût de voir déboulonner, c'est la lutte au changement climatique passe d'abord par la voiture électrique. Et ça, le nombre de personnes, de citoyens qui sont convaincus que c'est la panacée, que c'est le remède miracle, c'est immense. Oui, et encore une fois, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, histoire de garder le suspense. Alors, qui pense que la voiture électrique, c'est la principale solution au Québec pour lutter contre les changements climatiques? Là, j'ai peut-être influencé, oui, là. Oui, c'est bon. Bon. Donc, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement des individus, c'est à peu près 22% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Le 5e, en gros. Okay? Donc, si on électrifiait toutes les voitures, tous les SUV, demain matin, on atteindrait notre cible de 2020, puis on serait à la moitié à peu près de notre cible de 2030. Donc, c'est loin d'être suffisant. Okay? Et le problème, c'est encore, on revient au début. Si on change une voiture par voiture, on n'a rien changé à la congestion, on n'a rien changé au problème d'accident routier, on n'a rien changé au problème d'aménagement, d'étalement urbain. Donc, finalement, on n'a pas réglé les autres problèmes de notre société. Parce qu'une société, c'est plus que juste les émissions de gaz à effet de serre. Hein? Une société, c'est toute une série d'objectifs, de problèmes, de questions, de défis, et il faut les intégrer. Et c'est pour ça que, de simplement dire, on doit
viser vers la voiture électrique, ce n'est pas la solution. Là, vous allez me dire deux choses, parce que je les entends régulièrement. On devrait faire des voitures électriques au Québec, ça serait une solution. Et ça revient souvent. On a le moteur roue. Okay? Il s'est créé dans le monde occidental en gros, là, une compagnie de voitures, une nouvelle compagnie de voitures depuis 50 ans. Une seule, Tesla. Okay? En Chine, il s'en est produit beaucoup. On a plusieurs nouvelles compagnies en Chine, mais ça s'est fait normalement avec des partenariats. Donc, la Chine disait à une compagnie comme Volkswagen ou GM, si vous voulez vendre des voitures en Chine, il faut que vous fassiez un partenariat et vous transfériez votre technologie. Donc, ce qui se passe, c'est donc la compagnie chinoise prenait la technologie de GM ou de Volkswagen, puis 5 ans plus tard, ils refaisaient la voiture. Et quand j'étais à Shanghai en 2007, donc ça fait longtemps, 6 mois avant la sortie d'un modèle de GM, il y avait une compagnie chinoise qui avait sorti la copie. Okay? 6 mois avant que l'original sorte sur le marché, la copie était sur le marché. Mais bon, dans le monde occidental, il n'y a qu'une seule compagnie, Tesla. Tesla, ça fait 10 ans que ça roule. Ça n'a toujours pas fait une scène. Ça a coûté peut-être 15 milliards de dollars. Okay? Est-ce qu'on aurait les reins solides au Québec pour dire on va soutenir une compagnie, on va perdre 15 milliards de dollars sans jamais savoir si on va faire une scène de profit avec? La réponse est non. Okay? Donc, il est impossible pour le Québec de dire on va créer une nouvelle compagnie d'automobile. Présentement, donc, quand on achète une voiture électrique, on la subventionne au coût de 8 000 $ par voiture électrique. Ce 8 000 $-là, c'est un chèque qu'on fait à Détroit, à Tokyo ou à Los Angeles. Okay? On envoie ça. Il n'y a aucune retombée pour le Québec. Et pour moi, c'est un problème. Je reviens au début. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, si vous me donnez 8 000 $, je peux vous réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre qu'avec l'achat d'une voiture électrique. Puis en plus, je peux créer des emplois pour le Québec. Je peux améliorer la situation pour le Québec. Okay? Et c'est pour ça. Donc, je n'ai rien contre la voiture électrique. Si quelqu'un veut s'en acheter une, tant mieux. Mais qu'on subventionne la voiture électrique, qu'on favorise ça, plutôt que de prendre cet argent-là pour dire on va faire des solutions, des approches qui vont améliorer le Québec. Et je vais donner un autre exemple. C'est un peu technique, donc j'espère pas. Il y a une loi qui vient d'être votée qui s'appelle une loi sur les voitures électriques, qui force tous les constructeurs automobiles qui vendent des voitures au Québec à vendre une certaine proportion de voitures électriques. 1 2 puis ça va augmenter année après année. Ça commence l'an prochain. Quand je suis allé en commission parlementaire, donc, comment ça fonctionne quand on adopte une loi? Avant d'adopter une loi, on fait un projet de loi. Puis là, on invite des gens à venir commenter sur cette loi-là. Et donc, je suis allé avec Roger Lanoux, qui était le coprésident de la commission sur les enjeux énergétiques. Puis nous, on a dit, l'objectif, c'est pas d'avoir plus de voitures électriques sur les routes. L'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, plutôt que de dire aux compagnies, vous êtes forcés de vendre des voitures électriques, on pourrait leur dire, si vous ne voulez pas vendre de voitures électriques, investissez au Québec pour réduire l'utilisation de la voiture équivalent. Par exemple, en favorisant des petites compagnies qui font de l'autopartage, en favorisant l'utilisation du vélo, toutes sortes d'autres solutions. Puis si vous pouvez démontrer que c'est équivalent à vendre une voiture électrique, ben on vous donne votre crédit. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a plus de retombées pour le Québec que de financer une voiture. Évidemment, le ministre Hurtel, qui ne s'intéresse pas à l'économie, lui est ministre de l'Environnement, il a fait des grands yeux comme ça et il a dit « Est-ce qu'on sait vraiment combien une voiture émet en moyenne de gaz à effet de serre au Québec? » Ça, c'était le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques qui me pose la question avec des grands yeux. Pour ça, il faudrait qu'on sache à peu près en moyenne combien une auto émet de gaz à effet de serre par année. C'est lui, son ministère, qui est responsable de mesurer ça. Puis sa question, c'était « Oh, mais c'est pas faisable. On ne peut pas mesurer en moyenne combien une émission. » Donc, on a raté une chance, encore une fois, parce qu'on aurait eu une occasion de dire on va faire financer par les constructeurs étrangers la transformation de notre transport au Québec. Et plutôt que de faire ça, on a dit non, on va juste vous financer pour mettre plus d'autos électriques sur les routes. Et ça ne veut pas dire enlever des autos à essence, c'est juste rajouter plus d'autos électriques. Donc, à la fin, on n'est pas sûr d'atteindre nos objectifs. Et quelles seraient les bonnes stratégies structurantes à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que je peux répondre ça dans la dernière partie à ça? Parce que le problème, en gros, c'est... Je vais répondre simplement. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Okay? Parce qu'on n'a pas les données. On ne s'est pas donné l'occasion. On n'a pas le savoir nécessaire. Il y a quelques grandes lignes qu'on connaît, là, c'est clair. Mais en gros, on ne s'est pas donné le savoir ou les structures nécessaires pour y arriver. Et ça fait peur.
On passe notre temps, je vous ai parlé du plan pour les changements climatiques, là, comment le gouvernement a fait ce plan-là sans aucune donnée. 6 mois après ça, il a fait son plan, sa stratégie énergétique. Okay? Rassurez-vous, le rapport qu'on avait produit a été mis sur une tablette bien avant qu'on produise la politique énergétique du Québec. Donc, évidemment, ils n'ont pas du tout basé leur politique sur ce qu'on recommandait. Je vais vivre avec. Mais surtout, la politique énergétique a sorti un certain nombre d'objectifs pour 2030, de réduction d'utilisation du pétrole, d'augmentation de l'énergie renouvelable. Mais quand on fait la somme de ces chiffres-là, ils sont incompatibles avec la politique climatique adoptée 6 mois plus tôt par le même gouvernement. Donc, au mieux, la politique énergétique permet de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre. 6 mois plus tôt, le gouvernement avait dit que c'est 37,5 notre cible. Deuxièmement, il n'y a aucune explication pour les chiffres qui sont dans le document. On ne sait pas pourquoi on a choisi ces chiffres-là. On ne sait pas comment on va atteindre ces chiffres-là. Il n'y a aucune stratégie. Puis, il n'y a aucun effet levier. Il n'y a rien. Voici les chiffres. Voici là où on veut aller. Pourquoi on ne sait pas. Comment on ne sait pas. Puis, qui on ne sait pas non plus. Je vais revenir quand même à cette question-là, notamment parce que le secteur des transports est très important. On sait que, par exemple, l'industrie a baissé ses émissions de gaz à effet de serre, que tout dans tous les secteurs... c'est-à-dire, en fait, l'industrie est plus avancée que ce que pense la majorité des gens. Évidemment, on reviendra tout à l'heure sur la question des droits d'émission et tout, là, puis c'est un certain nombre de mécanismes, mais dans le domaine du transport, il y a beaucoup de choses à faire. Et à ce moment-là, quelles seraient les solutions dans le domaine du transport? Le transport est responsable de presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre au Québec, plus que partout ailleurs, parce que comme on a électrifié tout le chauffage, on n'a pas de chauffage. Donc 43 %, c'est pas la moitié, là, c'est les 2/3. 3/5 en fait. Je vais y arriver. 2/5. Ouf, j'ai de la misère avec mes fractions aujourd'hui. Donc 43 %. Il n'y a personne dans le monde qui est arrivé à réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports présentement. Il n'y a aucun pays qui a réussi. Donc, c'est extrêmement difficile. Et la façon de s'y prendre, quand je dis personne, il n'y a personne qui a réussi de 30 % là, mais il y a des pays qui ont réussi au moins localement. Et pour ça, c'est en aménagement du territoire, en révision, en transport en commun, transport actif. Il faut sortir les gens de leur voiture, puis des camions. Il faut réduire les camions ou les faire déplacer les biens par d'autres façons. Là, il y a de l'avancée parce que on se retrouverait à l'avant-garde des autres si on travaillait sérieusement dans ce domaine-là. Et donc, il y a des choses à faire, mais on n'a pas la réponse à tout. Personne ne sait de quoi aura l'air notre société en 2030 ou 2050. Et c'est pour ça que ce n'est pas des solutions qu'on veut. C'est un savoir, une structure qui est capable de nous faire avancer. Il n'y a aucune solution qu'on va mettre sur la table aujourd'hui qui va tenir la route pendant 30 ans. Il y a certaines orientations qui vont tenir, mais des solutions spécifiques. Les technologies changent trop vite, les coûts changent trop vite. Mais il faut se mettre en place, puis il faut commencer à avancer. Et ça, on le fait. Je vais passer par-dessus celles-ci parce qu'on les a en partie traitées. Les Québécois, on va passer rapidement. Les Québécois utilisent trop d'électricité ou la cible de 37,5 % de réduction des émissions de GES s'appuie sur une stratégie détaillée. Pour passer aux suivantes, le pétrole est ici pour longtemps et puis il suffit d'un prix sur le carbone, on y reviendra, mais le pétrole est ici pour longtemps. Dans plusieurs chapitres, vous évoquez l'histoire des sources d'énergie. Et là, on va changer d'échelle. On va parler du Canada parce qu'on a parlé du Québec jusqu'à présent, mais on est à l'intérieur d'un système avec des intérêts énergétiques différents. Et notamment parce qu'on est dans un grand pays producteur de pétrole. Oui. Donc, le Canada produit beaucoup de pétrole. Vous le savez? Vous le saviez? Oui, ça ne vous surprend pas? Okay. Où est-ce qu'est produit le pétrole, surtout au Canada? Alberta, OK, c'est bon. Donc, c'est dans l'ouest. Il s'en produit aussi dans l'est, près à Terre-Neuve, là, sur les plateaux continentaux, au large de Terre-Neuve. Il se produit aussi du pétrole. Le Québec en a déjà produit un petit peu il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, on produit au Québec entre 12 et 50 barils de pétrole par jour. Est-ce que c'est beaucoup? On consomme 40 millions de barils par année au Québec. Fait que 12 barils de pétrole par jour, là, c'est pas beaucoup. C'est en gros des puits expérimentaux en Gaspésie. Le Québec se targue d'être une superpuissance énergétique parce qu'on produit beaucoup de pétrole qu'on exporte.
Et je dirais, on a le même problème au niveau canadien. Le Québec? Le Canada, pardon. Oui, c'est le ça. Canada. Voilà. On exporte plusieurs sortes d'énergie. On extrait beaucoup de sortes d'énergie au Canada. Est-ce que vous pouvez me nommer les énergies qui sont produites au Canada? Quelqu'un lève la main? Donnez-moi un exemple d'énergie produite. Oui. L'uranium, voilà, excellent. On est le deuxième plus gros producteur d'uranium au monde, hein? En Saskatchewan surtout. D'autres sources d'énergie qu'on produit? Oui. Sable de schiste, du pétrole, oui, du pétrole lourd dans ce cas-là. D'autres sources d'énergie? C'est fort, ici. Toi, avec puisque tu as le chandail Canada, là, je vais te faire travailler. De l'électricité, oui, oui. Et toi ici? Gaz naturel, oui. C'est ça que tu voulais dire? OK. Donc, en gros, on produit toutes les sources d'énergie à peu près, plus la biomasse. OK? On en produit beaucoup, mais tout comme pour le Québec, en gros, le Canada exporte son énergie à un seul client, à 99,6 ou 7 %, les États-Unis. Ce qui fait qu'on n'est pas dans un marché mondial et qu'en fait, le Canada a zéro contrôle sur les prix et très peu de contrôle au niveau international. Donc, on est malgré tout un gros fournisseur d'énergie, mais on n'est pas une superpuissance parce qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Tout comme le Québec n'est pas un chef de file mondial, le Canada n'est pas une superpuissance parce que, n'ayant qu'un seul client, on dépend du client plus que le client dépend de nous. Okay? Donc, on se retrouve un peu piégé. Voilà pour le pétrole. Le pétrole, on en a au Canada, là, au rythme on exploite pour à peu près 250 ans encore de réserve. OK? Fait que c'est pas vrai qu'on va manquer de pétrole demain matin au Canada. On ne sait plus quoi faire avec. Au Canada, l'énergie nous sort par les oreilles. Le problème d'accès à l'énergie n'est pas un problème. Alors que beaucoup de pays européens se préoccupent de dire « Nous, on doit produire notre énergie parce qu'on ne veut pas en importer. » Au Canada, on ne sait pas quoi faire de notre énergie, là, tellement non. Et c'est une situation très différente. Donc, le pétrole est ici pour longtemps. Et en fait, ce qui va faire qu'on n'exploitera pas le pétrole, c'est parce qu'on n'aura pas besoin. Ce n'est pas parce qu'on n'aura pas. Okay? C'est la demande qui doit chuter, pas la production d'abord. Il faut travailler sur la demande. Je dirais le problème est partout. Sur la drogue, là, quand on essaie de brûler les champs de cocaïne et autres, ça ne marche jamais. Tant que la demande est là, il y a quelqu'un qui va la produire, la cocaïne. Okay? Même chose pour le pétrole. Tant que la demande va être là, quelqu'un va produire le pétrole. C'est effectivement une addiction de nos sociétés occidentales. Absolument, absolument. Mais c'est en train, mais la tendance est vers la diminution de on la espère. consommation. Il y a quelques indications qui montrent qu'on pourrait changer. Okay. Ce qui fait que les prix du pétrole ont chuté. Ils ont remonté un petit peu ces derniers temps, là, mais autour de 60 $ le baril ces jours-ci. On est monté jusqu'à plus de 100 $ le baril là, il y a 10 ans. Donc, c'est je dirais, la situation. Est-ce que le Canada pourrait développer son économie en abandonnant le pétrole? C'est la grande question fédérale. Et à ça, je réponds, le prix du baril de pétrole a chuté de moitié. La production, les investissements dans le pétrole ont chuté considérablement au Canada. Et malgré tout, l'économie canadienne s'est à peu près jamais aussi bien portée. La création d'emplois, le nombre de travailleurs au Canada est grand, l'économie se porte bien. En Alberta, c'est plus dur, mais partout ailleurs dans le reste du Canada, ça s'est très bien passé. Donc, je pense que c'est la démonstration qu'on pourrait abandonner la production de pétrole sans que l'économie canadienne s'effondre. Au contraire, ce qu'on voit depuis 2-3 ans, c'est que l'économie canadienne peut même bénéficier de ne pas être trop dépendante du pétrole, la production de pétrole. On va passer justement, puisqu'on parle d'économie, on va passer à la question du prix sur le carbone parce que les provinces ont adopté, en fait, vous expliquez 3 stratégies de prix sur le carbone, puis on va parler en particulier de celle de la Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone, et celle qu'on a au Québec, donc le système de SPED, le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Alors, on est dans un marché avec la Californie d'échange de droits d'émission. C'est un système qui est un peu complexe, mais qui remonte à qui est inspiré de ce qui a été fait dans le domaine des pluies acides pour se battre contre les pluies acides dans les années 70. Est-ce que vous pourriez l'expliquer un peu pour le bénéfice des gens? Parce que ça vaut vraiment la peine de le savoir. La plupart des gens ne sont pas au courant. Ouais. Donc, d'abord,
Combien est-ce que vous avez payé la tonne de carbone récemment? Qui a acheté des droits d'émission de carbone dans la salle récemment, là? Qui a mis de l'essence dans sa voiture depuis 2 ans? Ou dans la voiture de ses parents, là, ça m'est égal? OK. Donc, vous avez tous acheté des droits d'émission. Chaque fois que vous avez mis de l'essence, vous avez acheté du gaz naturel, une bouteille de propane pour votre barbecue. OK? Depuis le 1er janvier 2015, tous les distributeurs d'énergie fossile doivent acheter des droits d'émission en votre nom, et donc ils vous refilent le droit d'émission. Donc, c'est à vous de le payer. C'est vous qui commettez la dégradation de l'environnement en émettant des carbones. Donc, aujourd'hui, la tonne de carbone au Québec, c'est 18 $ à peu près. Pour parler d'essence, c'est à peu près 4 cents le litre d'essence. Okay. Pourquoi on a un prix du carbone? Parce que c'est un signal, d'abord, de savoir que chaque fois qu'on brûle de l'essence, on détruit l'environnement et qu'on vous dise, il faudrait peut-être compenser un petit peu le dommage que vous faites. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est de dire, si le prix augmente assez, à un moment donné, les gens vont dire, je n'ai pas les moyens de faire plus de dommages, je vais peut-être changer mon approche. Je vais moins circuler, je vais acheter une voiture qui consomme moins, je vais changer, je vais déménager. Donc, il y a toutes sortes de solutions qui s'offrent à nous. C'est le but du marché du carbone. Je vais prendre le transport en commun. Je vais prendre le transport en commun. Et donc, ça revient à quoi? D'abord, dans les années 80, on a eu quelque chose qui s'appelait un trou dans la couche d'ozone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce problème-là. Donc, en 81, 82, on s'est réveillé et on a dit « Ah! Il y a un trou dans la couche d'ozone. » Or, la couche d'ozone est essentielle pour capter les rayons ultraviolets qui, sinon, nous brûlent la peau et brûlent la surface autour. Donc, on s'est assis en 86, le protocole de Montréal, et on a mis en place un prix sur les gaz, les fréons, là, qui dégradent la couche stratosphérique. Merci. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien parce que c'était juste quelques compagnies qui produisaient du fréon. Donc, c'est assez facile de s'entendre. Et quand on est arrivé aux questions de changement climatique, on a dit qu'on pourrait faire la même chose. L'Europe l'a testé. L'Europe a mis en place un marché du carbone au début des années 2000 qui s'est avéré un échec total. Parce qu'ils ont mal construit le marché, mais le Québec et la Californie ont pu apprendre de ce qui s'est fait en Europe et corriger certains des problèmes. Donc, en gros, on doit mettre un prix sur le carbone. Il y a 2 façons. On peut mettre une taxe, c'est-à-dire, voici combien tu vas payer, 15 $ ou 5 cents le litre ou quoi que ce soit. Donc, c'est le gouvernement qui décide chaque année combien on le fixe. L'autre solution du marché, c'est que ça te dégage. Tu dis, chaque année, vous avez droit d'émettre tant de millions de tonnes de CO2 et voici le total. Puis là, battez-vous pour qui aura les droits d'émission. Si la demande est plus forte que ce qui est disponible, bien, ça va faire monter les prix. Si la demande est moins forte, ça va faire chuter les prix. Donc, c'est ça un marché. Et l'idée, c'est donc de dire, on va chaque année, on est aujourd'hui dans un marché du carbone. Donc, le Québec est dans un marché du carbone avec qui? Est-ce que vous savez quels autres États ou provinces font partie? Personne. C'est fou, hein? Le gouvernement s'est assuré de mettre en place un marché. Un marché, pour que ça fonctionne, pour ceux qui ont fait un cours d'économie, ça demande de l'information. Il faut que les agents soient au courant. Le gouvernement a mis en place un marché en s'assurant d'informer personne que le marché existait. Okay? Vous n'êtes pas les seuls. Moi, je donne, je ne sais pas moi, 50 à 100 conférences par année là-dessus. Et sur le total, dans l'année, s'il y a une personne sur 1000 qui sait qu'il y a un marché du carbone, c'est beaucoup, dans ceux à qui je parle. Okay? Puis c'est des gens éduqués comme vous, des gens à l'université et tout. On s'est assuré de le dire à personne. Okay? Donc, ça ne peut pas marcher, un marché qui n'a pas d'information. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on est avec la Californie et l'Ontario depuis le 1er janvier cette année pour l'Ontario. Et donc, on fait le total des émissions de gaz à effet de serre de ces 3 endroits-là. Et chaque année, on va réduire le total. Et puis, les gens vont falloir qu'ils se battent pour acheter des crédits de carbone. Donc, c'est l'idée. Et, à mon avis, c'est une bonne solution, à condition que ça ne soit pas la seule. Okay? Parce que le problème, c'est quand les prix bougent beaucoup, ça fait mal à des gens qui n'ont pas vu ça venir. Surtout si on n'a fait aucune information, on ne peut pas avertir les gens de dire, écoutez, dans 2-3 ans, ça pourrait vous faire mal. Quand vous achetez une voiture, quand vous décidez où vous habitez, quand vous décidez où vous étudiez, pensez-y. Donc là, on ne le dit pas. Alors, quand ça fait mal, ça fait mal. Donc, on doit utiliser ça comme repoussoir, si on veut, comme épouvantail, puis mettre en place des mesures pour se transformer.
Et des endroits communistes comme la Californie ont bien compris qu'on ne peut pas juste se fier au marché. Donc, la Californie est hyper active dans la... C'est une ironie, là, c'est pas des communistes, la Californie. C'est juste de dire que souvent, on dit les Américains croient au marché, mais les Américains sont plus subtils. Ils croient au marché, mais ils croient aussi à toutes sortes d'autres choses, et dont à l'action directe. Donc, la Californie est très, très active dans la transformation de son système de transport. Ils ont du chemin à faire, là, mais donc dans toutes sortes de transformations. Ils sont très, très présents. Et ce qui fait que le Canada, donc les émissions totales de gaz à effet de serre du Québec sont de 80 millions de tonnes par année. 80 millions. Le Canada, pour atteindre sa cible de 2030, compte que le Québec et l'Ontario vont acheter 55 millions de tonnes. Donc le Québec, c'est 80, là. Ils vont acheter 55 millions de droits d'émission à la Californie. Donc le Canada, pour atteindre sa cible de 2030, en gros, compte sur le fait que la Californie va faire sa job, plus notre job. Donc, la Californie aura la responsabilité de réduire de 35 % leurs émissions de gaz à effet de serre pour atteindre leur objectif, plus réduire d'un autre 10-15 % pour nous permettre à nous d'acheter leur réduction supplémentaire pour atteindre nos cibles plutôt que de nous transformer. C'est-tu compliqué? Je me suis perdu? Oui, c'est compliqué. Tu peux peut-être la réexpliquer? Non, ben, je ne l'expliquerai pas, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'effectivement, on est dans un marché puis qu'on ne le sait pas. Donc, l'information n'est pas transparente. Si on le savait, si c'était, parce que vous en appelez à de l'éducation là-dessus, si on le savait, qu'est-ce que ça changerait? Bien, on pourrait prendre des décisions. C'est ça l'idée. C'est qu'on pourrait individuellement, quand on s'achète un SUV, puis on dit, moi, l'essence est à 1,30 $, si on dit, bien, dans 2-3 ans, l'essence va peut-être à 1,60 $, 1,80 $, mais on va dire, plutôt que de m'acheter un SUV, tiens, si je m'achète une plus petite voiture, il y aurait d'autres façons, on pourrait taxer SUV plus cher. C'est mon opinion. Il me semble qu'il est temps qu'on agisse là-dessus, mais ça, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, donc, on pourrait avertir les gens. Quand vous achetez une maison, puis vous dites, ah, tiens, je vais changer ma fournaise au gaz, je vais la mettre une nouvelle fournaise au gaz, bien, je pourrais dire, ah, là, ça va me coûter cher, je vais peut-être penser à l'électricité à la place. Donc, dans nos choix, est-ce que je vais me déplacer différemment? Est-ce que je vais dire, bien, je vais me prendre un vélo électrique plutôt que d'acheter une voiture? Parce que pour 15 km, un vélo électrique, j'arrive au travail, je pense sueur, puis ça me coûte moins cher. Donc, il y a toutes sortes de solutions, d'approches qu'on peut faire, de décisions qu'on peut prendre. Qui seraient des décisions individuelles oui. À ce moment-là. Donc, le marché, c'est individuel. Okay? Oui, le marché, c'est une affaire d'individus. C'est ça. Mais c'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi mettre en place des mesures plus larges, sociales. Okay? Le succès, et c'est ça aussi là où je diffère de mes collègues économistes, pour moi, le succès d'un marché du carbone, c'est quand la tonne de carbone va être à 0 $. Pourquoi c'est un succès? Parce que souvent, on dit, quand ça va être 1 000 $, 5 000 $, ça va être un succès. Quand ça va être à 0 $, ça veut dire que personne aura d'intérêt économique ou social à créer des gaz à effet de serre. Donc, on aura tellement transformé la société, on aurait tellement trouvé des alternatives ou des modes de vie qui n'émettent pas, que personne va vouloir émettre. Donc, on n'aura pas besoin de charger parce qu'il n'y aura pas d'intérêt à le faire. Exact. Mais au plan plus collectif, des décisions qui sont prises, alors parmi les mythes, bon, le Canada puissance énergétique, vous avez un chapitre assez frappant sur le fait qu'on est plutôt une terre de succursales. Vous l'avez évoqué un peu, on ne prend pas grande décision. Ça, je vous laisse en parler avec Alain Deneau. Exactement. Alors, la semaine prochaine, d'ailleurs, le prochain Mon Petit Entretien est avec Alain Deneau, qui est très convaincant en ce qui concerne le fait qu'on a une attitude de coloniser, finalement. Oui. Disons-le comme ça, en ce sens où on laisse nos ressources naturelles aux mains des étrangers. Ce qui m'amène, d'ailleurs, au mythe numéro 10. Les provinces ont pris le relais du fédéral et vous êtes, les 3 derniers chapitres, les 3 derniers mythes, en fait, abordent l'inaction en matière de changement climatique. Vous évoquez très bien qu'on a pris un retard parce qu'il y a eu un recul important avec le gouvernement de Stephen Harper. Là, au plan des orientations avec Justin Trudeau, vous avez d'ailleurs
le dernier mythe, c'est « il suffit d'un selfie ». C'est pas vrai, hein? Ça, c'est Non, un mythe qui n'est pas vrai. pas. Un selfie, c'est pas suffisant. Alors, au-delà des selfies, effectivement, les orientations sont bonnes, les orientations annoncées par le gouvernement, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses très, très différentes qui se font. Mais j'ai apprécié en particulier parce que vous parlez du fait que on a laissé, pendant le gouvernement Harper, les provinces prendre des décisions différentes selon leurs intérêts, des stratégies différentes. Et maintenant, le gouvernement fédéral devrait se munir d'un plan d'action, mais ça devient très, très difficile parce que chacune des provinces s'est habituée à fonctionner de façon distincte. Et vos 3 derniers chapitres l'évoquent assez bien. Ouf! C'est une grande question. Uh-huh. Donc, d'abord, pendant l'ère Harper, le gouvernement s'est en gros vidé de toute capacité, de toute donnée, de toute orientation liée au changement climatique. Donc, quand le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir, il n'y avait aucun dossier, il n'y avait rien sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Okay? Donc, on arrive, tout est vide. Ensuite, on a un gouvernement libéral qui est un peu dominé par l'image, d'où le mythe « il suffit d'un selfie ». Okay? Madame McKenna, qui est la ministre de l'Environnement, est venue passer 2 heures à l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique il y a 3 semaines. Okay? Pendant ces 2 heures-là, elle a dû faire à peu près 15 mini-vidéos pour mettre sur son fil Twitter. Okay? C'est-à-dire qu'elle n'a pas passé beaucoup de temps pour parler de contenu. Okay? Ce qui l'intéressait, c'est « Ah, venez ici, on va faire une petite vidéo pour mettre sur mon fil selfie, mon fil Twitter. Okay? » Vous pouvez les voir, ces petites vidéos-là sont très sympathiques. Mais c'est un peu le problème. C'est bien beau faire des vidéos pour Twitter, là, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et parler de contenu. Et ça manque. On s'est donné des objectifs. Donc, le Canada, comme objectif international, a dit, on va réduire nos émissions de 35 % au niveau canadien par rapport à 2005. Pas par rapport à 90, par rapport à 2005 où on avait augmenté pas mal. Mais même ça, présentement, donc, pour vous donner une idée, là, le Québec, c'est 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Alberta entre 90 et aujourd'hui, c'est 80 millions. Okay? Donc, si le Québec faisait 0 émission, coupait 100 % de ses émissions, ça compenserait à peine l'augmentation des émissions en Alberta. Okay? Donc, le défi est grand au niveau canadien. Pour réduire de 30 %, en fait, c'est 30 % au Canada de 2005 à 2030, on parle de 250-260 millions de tonnes de réduction. 3 fois le Québec. Okay? C'est ça pour atteindre nos objectifs. Il faut éliminer 3 Québec, okay, de gaz à effet de serre. C'est beaucoup. Présentement, le gouvernement a mis en place des mesures directes là, qui pourraient permettre de réduire d'à peu près 10 % des 270 millions. Il nous manque encore 90 %. Là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie que le gouvernement dit on l'achètera à la Californie. Donc, la Californie a juste à dépasser ses objectifs, puis nous, on y achètera ce qu'elle va faire de plus. Ce qui n'est pas ce que j'appelle une vraie stratégie là, de transformation. L'Alberta, son objectif, c'est de ne pas augmenter de plus de la moitié des émissions du Québec d'ici 2030. Okay? Son objectif, ce n'est pas de réduire, c'est de limiter l'augmentation à un maximum de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Québec d'aujourd'hui. Quand on fait le total, ça ne marche pas. Et chaque province a adopté des cibles différentes, des objectifs différents, des mesures différentes. On n'est pas gros, le Canada. On est 38 millions. Donc, le Québec, c'est 8 millions. Là où ça marche, c'est quand on se parle, puis on dit, OK, on va prendre des mesures ensemble, ça va diminuer les coûts. Donc, entendons-nous à plusieurs, puis faisons des choses. Au Canada, on ne se parle pas entre provinces. Chaque province fait des trucs différents. L'île du Prince-Édouard, qui est 150 000 habitants, fait ses affaires. Le Manitoba, qui est 1 million d'habitants, fait ses affaires. Donc, c'est comme ça. Donc, on a beaucoup de difficultés à avancer au Canada. Et le fédéral n'est pas capable de mettre en place une stratégie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de données. Désolé, je suis plate à mort. Okay? Il n'y a pas de données, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de vision. Si tu n'as pas ça, c'est bien dur d'y arriver.
Et c'est malheureusement ce qu'on a partout au Canada. Dans toutes les provinces, plus le fédéral, on travaille à l'aveuglette. Je veux dire, il n'y a pas un seul plan d'une province qui passerait dans un cours du cégep. OK? C'est comme ça. Mais, Et ça fait dur, mais c'est un peu frustrant aussi. mais malgré tout, vous ne baissez pas les bras parce que je pense que vous avez une initiative à présenter. Ben oui, j'en profite. Et pendant que vous l'installez ici, ou je ne sais trop, que vous le présentez, moi, je vais parler d'autre chose. Tout simplement, je vais vous laisser. Vous avez, normalement, vous avez chacun un coupon, d'une part, que vous avez trouvé sur vos chaises, qui vous dit que vous avez 25 % de rabais à l'achat du livre de M. Mousseau. Alors, c'est la librairie coopérative qui vous offre ça du 14 au 28 février. Alors, si vous voulez vous le procurer, vous allez avoir davantage d'informations. Mais il y a également, je pense que vous avez reçu des petits coupons aussi pour un tirage. Tirage de 3 exemplaires, si je ne m'abuse, Julie, je crois, 3 exemplaires, oui, qu'on va tirer tout à l'heure. Alors, M. Mousseau va passer à l'explication de son initiative, qui est fort intéressante et qui a été lancée la semaine dernière. Et par la suite, on va passer à une période de questions et ensuite au tirage du livre. Donc, vous avez presque une primeur aujourd'hui. Oui. Je vous présente donc l'initiative Le climat, l'État et nous. Donc, j'ai beaucoup chialé. Et ce qui se passe, donc, quand mon livre est sorti, il y a une professeure de Concordia, Pascale Biron. Elle est une spécialiste de l'eau. De géographie, je pense. De géographie, environnement, c'est ça. Et elle m'écrit, si tu penses que ça va... vous voyez à ce moment-là, mais si tu penses que ça va mal en énergie, il faudrait que tu vois dans l'eau. On n'a aucune stratégie pour gérer les inondations au Québec. Chaque année, c'est comme si c'était la première fois. Elle m'écrit ça en fin février l'année dernière. 2 semaines plus tard, c'est les grosses inondations qui commencent au Québec. OK? Donc, je dis, elle a raison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait ce qu'il faut faire pour réussir sur nos objectifs climatiques. Il n'y a pas... La science est là. On sait ce qu'il faut faire. Il faut travailler près des centres de décision économique. Ça veut dire qu'un ministère de l'Environnement, ce n'est pas la bonne place pour faire de la lutte au changement climatique. Pourquoi? Parce qu'un ministère de l'Environnement, sa lutte, son rôle, quand tu es ministre de l'Environnement, là, t'es pas l'ami de personne à la table des ministres. Okay? Parce que tu es toujours celui qui dit non. Fait que quand tu t'assois autour de la table des ministres, il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de toi. Tu ne sais pas faire du développement économique. Ton rôle, c'est de dire non à toutes les propositions qui arrivent, presque. Donc, c'est pas bien quand on doit faire des transformations économiques. C'est pour ça que là où ça marche dans le monde, la lutte au changement climatique, c'est près des ministères à vocation économique. Par exemple, en Angleterre, c'est au ministère économique, de l'économie, qui a la responsabilité de la lutte au changement climatique. Il faut briser les silos, on en a parlé. Il faut s'appuyer sur l'innovation parce que l'innovation, ça résonne. Les gens aiment ça, l'innovation. Donc, plus ça fait du développement économique. Il faut que ça soit basé sur les données et la recherche. Okay? On a besoin de données. Vous me demandez de quoi je parle quand je parle des données. Si les villes, par exemple, ont des responsabilités de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, la moitié des villes au Québec sait combien ils ont d'émissions de gaz à effet de serre avec un point qui a été fait en 2009 à peu près. L'autre moitié n'a aucune idée de leur émission de gaz à effet de serre. Donc, comment on met en place des programmes de réduction si on ne sait pas c'est quoi nos émissions, puis donc on ne peut pas mesurer si notre programme a de l'impact ou non? Ça ne marche pas. Et ça, c'est un exemple, il y en a des tonnes. Il faut que ça soit bidirectionnel, c'est-à-dire que ça s'appuie sur les citoyens, puis qu'il y a une vision qui émane d'en haut. Il faut qu'on expérimente, qu'on se trompe, mais qu'on diffuse l'information, qu'on apprenne de ça. Il faut qu'on surveille, qu'on évalue, qu'on s'adapte constamment. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Là, je vais revenir en arrière une seconde. OK. Parce que ce que je veux présenter, c'est quand même les gens. Où est-ce qu'ils sont, les gens? J'ai perdu mes gens. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a réuni donc une trentaine d'experts à travers le Québec, en gouvernance, en environnement, en géographie, etc. Puis on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on propose ici, on va proposer un modèle. Donc, on va essayer de forcer un peu les gouvernements à agir. Pour y arriver, en fait, ce qu'on fait, c'est que cet automne, on s'est réunis 24 experts.
on a fait une proposition de ce que pourrait être une structure de gouvernance au Québec qui marche. C'est-à-dire de s'assurer qu'on ait la bonne structure pour avancer, parce que tout le monde parle des changements climatiques, tout le monde y croit au Québec. Le problème, c'est pas d'y croire, le problème, c'est d'agir de manière cohérente. Donc, ce qu'on a dit, on doit s'appuyer sur 5 principes qui reprennent les principes que j'ai décrits tout à l'heure. Vision cohérente à long terme, intégration, développement économique, s'appuie sur la science, le dialogue inclusif et mesures, évaluation et adaptation. On a fait un petit modèle. On a dit, voici comment on pourrait faire ça. On pourrait d'abord prendre la loi sur le développement durable et l'appliquer à l'ensemble du gouvernement. Ensuite, on pourrait... Comme c'était censé être le cas. Comme c'était censé, ça n'a pas été le cas, mais c'est le cas. On va tout faire ça en termes de développement durable plutôt que changement climatique, parce qu'on ne peut pas penser en silo. Il faut intégrer l'ensemble de nos objectifs sociaux. Donc, on va prendre un ministre qui va s'appeler juste ministre du développement durable, pas environnement, changement climatique et développement durable, et il ne sera pas à la tête d'un ministère. Il va être comme le ministre du Conseil du Trésor. Vous ne savez pas ce que c'est parce que vous n'avez pas étudié ça probablement. Moi non plus, je ne savais pas jusqu'à récemment. Donc, le ministre du Conseil du Trésor, c'est celui qui signe les chèques pour le gouvernement. Il n'y a pas de ministère, mais il y a un méchant pouvoir, OK? Parce que quand il dit « je ne veux pas signer ton chèque », bien, l'autre ministre, il a beau faire les promesses, s'il n'y a pas le chèque, il ne peut rien faire. Donc, en gros, le ministre du Développement durable aurait cette responsabilité-là de s'assurer de la cohérence des actions à travers le gouvernement. Il ne piloterait pas un ministère, il piloterait ce qu'on appelle un secrétariat. Okay? Et il serait à la charge d'un comité où les autres ministres s'assoiraient autour de la table avec lui, puis lui, il pourrait dire « tu n'as pas fait ça, il faut que tu fasses ça, etc. » Ailleurs dans le monde, ça marche un peu comme ça. On propose la création d'une agence qui aura un mandat d'appuyer la transformation. Entre autres, d'appuyer les municipalités, les communautés. Parce que les communautés, les municipalités, ils ont beaucoup de responsabilités, mais ils n'ont pas de compétences techniques, entre autres. Donc, de faire pour les appuyer. Et ce ne serait pas Transition énergétique Québec. Non plus, Transition énergétique Québec sera intégrée là-dedans. Et on propose aussi un suivi. Parce que si personne fait la critique, si personne fait le suivi, bien, c'est la même chose. Si on vous dit, faites votre rapport de session, faites votre texte, mais personne ne va s'assurer que vous l'avez lu, mais on va juste vous donner un A+, ça ne marche pas en général. Hein? Si vous savez que le prof ne lira pas votre essai, vous ne mettrez peut-être pas le même temps, okay, pour avoir votre note. Donc, on doit faire ça. Et on propose, un peu comme en Angleterre, de faire un comité d'universitaires qui aurait cette responsabilité-là de faire le suivi, de critiquer, d'applaudir les bons coups, puis de s'assurer qu'on avance. Et ça marche bien quand c'est des universitaires parce qu'ils ont un peu d'indépendance. Donc, c'est plus facile pour eux de sortir et de se positionner. Okay. Donc, c'est une proposition. Nous, on a dit, donc, on a fait ça, ça a été dévoilé la semaine dernière. Le 12 avril, on va organiser un forum national et là, on invite les représentants du gouvernement, des partis politiques provinciaux, des syndicats, du monde des affaires, des peuples autochtones, de la société civile, UPA, syndicats, etc. Donc, ces gens-là autour de la table, puis on leur dit, prononcez-vous sur la nécessité de faire quelque chose et sur les principes. Et tout ça dans le but de garder la pression sur les gouvernements, sur les partis politiques provinciaux, parce qu'il y a des élections en octobre prochain. Et on veut que les partis politiques provinciaux se positionnent sur le besoin de faire quelque chose, de changer la structure, parce qu'on est en train de rater tous nos objectifs environnementaux. En changement climatique, en protection de la biodiversité, en gestion des eaux, tout. Donc, on veut avancer là-dessus. Et pour y arriver, on a besoin des citoyens. Donc, on a aussi créé un site qui s'appelle climat-état-nous.org et on demande aux citoyens, aux gens comme vous, aux gens qui vont voter, de venir se prononcer sur notre proposition. De dire, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas ça, est-ce qu'on voudrait voir d'autres choses? Donc, venez, remplissez le sondage, vous pouvez mettre vos opinions, vos idées, et ça, on va tout récolter ça et on va le présenter au Forum national du 12 avril, devant les décideurs, puis devant les autres groupes de pression, pour justement avancer et s'assurer qu'on arrive à se transformer. Parce que les échecs qu'on vit au Québec ne sont pas incontournables. Ailleurs dans le monde, il y a des pays qui réussissent. Et ces pays-là, les citoyens ne sont pas plus intelligents qu'on l'est ici. Les gouvernements ne sont pas plus fins non plus. C'est juste qu'on a mis en place des structures qui forcent un peu la stabilité dans le temps et qui forcent une action intelligente. Okay? Donc, si d'autres pays le font, on est capable de le faire aussi. Il n'y a aucune excuse pour qu'on ne réussisse pas. Et c'est ça qu'on veut se donner comme objectif. Donc, allez-y, Climat, État et nous. Si vous allez voter en 2018, qui d'ici va voter? Qui va pouvoir voter? Excellent.
Alors, je vous invite aussi à contacter les candidats, contacter les députés, puis dire, écoutez, nous, on pense que c'est important, cette histoire-là, faites quelque chose. Okay? Donc, il faut que ça vienne de plusieurs directions parce que gouvernance environnementale, là, ça sonne plate à mourir. Fait qu'il n'y a pas un parti politique qui veut prendre ça, à moins qu'il sente que ça résonne au moins chez une partie de ses électeurs. Donc, c'est aussi votre chance d'agir. Bien, merci beaucoup. On entend l'appel, effectivement. Je vais donc passer à une période de questions. Je vais vous inviter cependant, parce qu'on est nombreux, à aller au micro qui est juste là pour que ça puisse être... parce qu'on enregistre, en fait, là, mais je veux pas en même temps vous paralyser. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous avez sans doute des interrogations ou vous voulez aborder des éléments qui n'ont pas été traités. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un va briser la glace? Oui. Alors, monsieur, c'est possible de t'avancer. Ok, donc ça marche. Ma question est avant tout politique, étant donné qu'on va être en élection donc en octobre. Selon vous, quel parti qui se présente est le plus susceptible de porter la lutte au changement climatique? On ne sait pas encore. Donc, le Parti québécois, il y a un attaché politique qui a dit qu'il appuyait notre sortie la semaine dernière. On parle aux gens de la CAQ, on parle à tous les partis politiques. L'idée, c'est nous, on est politique parce qu'on pense qu'il faut changer quelque chose et ça va passer par le politique, mais on n'est pas partisan. Donc, nous, il faut d'abord voir comment les partis politiques vont se positionner. Ça va se faire après le 12 avril, mais on commence déjà à travailler dessus. Et après ça, on espère que l'ensemble des partis politiques vont se positionner. En France, par exemple, il y a eu une pression avant les élections de 2008, je pense, où tous les partis politiques ont dit, nous, on s'engage à travailler dans l'environnement comme ça. En Angleterre, de l'environnement. C'est ça. En Angleterre, il y a eu la même chose. Tous les partis politiques soutiennent les objectifs climatiques et ça donne une stabilité à long terme. Donc, c'est un peu ça qu'on espère d'agir, d'avoir quelque chose qui va rejoindre tous les partis politiques, où les solutions peuvent varier un peu, mais en gros, qu'on s'entende sur le besoin de réforme. Et c'est pour ça qu'on passe par ce forum national. On aime bien le consensus au Québec. Donc, si on est capable d'avoir un consensus des grands acteurs de la société civile au Québec, ben, ça va forcer un peu les partis politiques à se positionner, on espère. Chacun des partis pourrait s'impliquer. Pourrait s'impliquer avec des solutions. Il n'y a pas de solution unique, OK? C'est pas la physique, là, c'est la politique. Mais il y a quand même des principes qui sont pas mal obligatoires. Bon, désolé. Moi, j'en poserais peut-être une, parce que j'ai un intérêt particulier sur la question de l'aménagement du territoire. J'aimerais ça que vous expliquiez comment l'aménagement du territoire pourrait changer, parce que vous l'avez évoqué rapidement, mais comment ça pourrait, sans être la solution parfaite, ça pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre si on revoit notre aménagement du territoire. Et ça, on en parle, on a un rapport, donc le rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, on en parle beaucoup. Donc, on a pensé à ça sérieusement. Il y a différentes choses. D'abord, c'est fou, c'est une question de coût. Okay? Il faut comprendre que les municipalités, par exemple, se développent avec les taxes foncières. Donc, pour avancer, ils ont besoin de nouvelles constructions sur une ville. Et donc, toute la structure même du financement des municipalités fait qu'il n'y a aucun intérêt de limiter la croissance d'une ville ou de densifier ou de protéger des sections de la ville. Il y a toujours cette pression-là de transformer. Donc, il faut absolument s'attaquer au financement des municipalités qui va donner la possibilité aux municipalités de revoir, de repenser leur rapport aux développeurs, aux territoires. Aussi, ce qu'on a proposé, nous, dans notre rapport, c'était, par exemple, les services gouvernementaux devraient obligatoirement être situés dans des endroits accessibles par transport actif, par marche-vélo et par transport en commun. C'est-à-dire que d'installer des services gouvernementaux au coin de 2 autoroutes, ça devrait être interdit. Et services gouvernementaux, on peut inclure la SAC, par exemple, la Société des alcools du Québec. Et donc, si on forçait en disant il est interdit de faire ça, mais ça ramènerait ces services-là dans les centres-villes et ça ramènerait donc d'autres services autour. Parce qu'une fois qu'on a une SAQ, on a des services bureaux de chômage, etc., bien, ça crée de l'emploi, ça crée des gens là et ça crée un trafic qui fait qu'on intègre d'autres choses. Il faut aussi donner les coûts aux bonnes places. Pourquoi est-ce que le 10-30 s'est développé? Parce que Brossard, ça ne coûte rien, le 10-30. Les chemins d'accès au 10-30, c'est les autoroutes qui sont payés par
le provincial. Okay? Si c'était développé ici, si on se développe ici, bien là, c'est la municipalité qui doit payer les routes, l'accès, déneiger et tout. Donc, le problème de la structure de financement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les problèmes ne sont pas toujours là. Il faut remonter les choses. Donc, on développe des brossards, des 10-30 et des choses comme ça partout au Québec parce que la municipalité n'a aucun coût, elle ne gère pas le transport et elle reçoit tous les bénéfices liés à la plus-value des territoires. Donc, il faut casser ça et dire, au contraire, s'il y a une bretelle d'autoroute qui va à ton IKEA ou qui est à votre 10-30, ce sont les citoyens. C'est vous qui allez payer c'est vous qui allez payer localement les frais associés avec ça. Mais là, si la plupart des gens qui viennent au IKEA viennent de l'extérieur de la ville, ils vont se dire, ben, peut-être que je n'ai pas d'intérêt à payer tout là parce que les gains que je fais comme municipalité sont beaucoup plus faibles que les coûts associés avec l'infrastructure que je dois mettre en place. Donc, ça permet de rééquilibrer et de repenser le développement commercial. Puis le développement commercial est crucial dans le développement d'une ville. Même chose, il y a plein de quartiers ici qui sont zonés complètement résidentiels. Et ça, c'est inacceptable. On devrait s'assurer que tout quartier doit assurer d'avoir localement des commerces de proximité. Et on doit zoner pour dire ici, ce sera des commerces de proximité. Voici les types pour s'assurer que les gens localement n'aient pas toujours à prendre l'auto pour aller acheter une pinte de lait. Même chose dans les régions. On doit protéger les services de proximité pour que les gens... C'est sûr, si tu es loin, tu auras une auto pour aller au village. Mais si tu peux aller à ton village plutôt qu'au village 20 km plus loin, mais ça te donne accès. Service, comment ça se fait, encore une fois, que les vidéoconférences et autres ne sont pas plus développées pour accéder aux services municipaux, aux services provinciaux? Moi, je voulais avoir des services de mon arrondissement à Montréal. En gros, par courriel, ça ne marche pas. Il faut que j'aille sur place, OK? Par téléphone, mais là, on me dit, on va faire une exception pour toi par téléphone, mais normalement, il faut venir sur place. À un moment donné, ça ne marche pas. Si on veut faciliter l'aménagement, il faut le faire. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs façons de faire un aménagement du territoire intelligent. Et j'arrête avec ça. En Europe, il y a deux grands modèles. Il y a le modèle français, italien, où c'est des villes hyper denses, des bâtiments de 7-8 étages. Okay? Il y a le modèle new-yorkais, qui est des bâtiments de 30 étages. Et il y a le modèle britannique, le modèle des Pays-Bas, que je connais bien, où tout le monde habite dans des petites maisons, des maisons tassées, étroites, et la densité est très grande, mais tout le monde a son jardin. Okay? Il faut reconnaître ce que les gens veulent culturellement, puis ensuite adapter le développement du territoire pour rencontrer à la fois les désirs culturels et la nécessité de protéger le territoire. Et ça, il y a moyen de le faire, mais il faut s'asseoir et le penser. Les solutions sont multiples, et c'est là qu'est la créativité aussi, de dire, OK, pensons à quelque chose qui satisfasse l'ensemble de nos besoins, et c'est là la créativité. Quand on a des limites, puis on doit penser dedans, puis trouver la meilleure solution, c'est fascinant. Est-ce que ça soulève des interrogations? Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous avez des questions? D'abord, je vous invite à participer également au prochain Mon Petit Entretien qui est à 12h15, mercredi prochain avec Alain Deneau. À ne pas rater. À ne pas rater, absolument. Et ça va porter notamment sur les paradis fiscaux et c'est une question qui est extrêmement importante. Et j'en profite et merci beaucoup, M. Mousseau, pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, au revoir.